Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les titres qui vous seront développés. Djibouti accueille un symposium pour renforcer la sécurité maritime en mer Rouge. Et près de 250 000 déplacés dans les dernières évacuations dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Mme Khadiga Abeba, figure emblématique du paysage judiciaire djiboutien et personnalité de premier plan appréciée, décédée hier, mercredi. Feu Khadiga Abeba restera longtemps gravé dans la mémoire collective djiboutienne pour sa droiture morale et ses compétences et son savoir-faire professionnel, a indiqué le chef de l'État, première présidente de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire de Djibouti. Feu Khadiga Abeba intègre d'office le cercle préalable de femmes djiboutiennes à accéder à un haut poste de responsabilité politique, a fait observer le président Guelleh, louant également les vertus d'une personne dont le succès n'avait d'incidence sur sa propension à rester toujours humble, accessible et serviable. Le président de la République clôt son hommage en exprimant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa solidarité et compassion à la famille, aux proches et amis de la défunte ainsi qu'aux collègues et nombreux collaborateurs qu'elle eut durant sa longue et brillante carrière. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu l'envoyé spécial de la République fédérale d'Allemagne pour la Corne de l'Afrique, Heiko Nitsch, en présence de l'ambassadrice d'Allemagne à Djibouti, Heike Fuller. Le chef de la diplomatie djiboutienne et son interlocuteur ont fait un tour d'horizon de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Ils ont également échangé sur un large éventail de questions et de défis régionaux et internationaux. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer le multilatéralisme pour relever les défis du monde contemporain. Les discussions ont montré une convergence de vues sur les sujets abordés. Dans l'actualité également, le Centre régional de formation de Djibouti, la délégation de l'Union européenne et auprès de l'IGAD et l'ambassade du Japon à Djibouti ont conjointement organisé aujourd'hui la tenue d'un symposium intitulé « Assurer la sûreté maritime dans la mer Rouge ». L'objectif de l'événement, entre autres, de rassembler une diversité d'acteurs clés du secteur maritime partageant une vision commune, incluant des représentants des autorités nationales djiboutiennes ainsi que des partenaires d'organisations régionales et internationales, d'approfondir également la compréhension des défis auxquels Djibouti et la région de la mer Rouge sont confrontés en matière de sécurité maritime et à renforcer les efforts pour sécuriser cette voie navigable essentielle contre les menaces variées telles que la piraterie, le terrorisme maritime ou encore les activités illégales. Il s'agit pour les acteurs des parties prenantes de dresser un état des lieux actuel des efforts internationaux entrepris dans le domaine maritime et de surcroît explorer conjointement les pistes de renforcement des partenariats en vue d'assurer la durabilité à long terme de la liberté de navigation à Djibouti et alentour. Et il y a donc un soutien réciproque entre ce que Djibouti fait et ce que Aspides fait. Notre but à Aspides, c'est bien de soutenir la liberté de navigation pour apporter un bénéfice à la liberté de Djibouti aussi. Le commerce ici dans la région a beaucoup souffert depuis quelques mois. Vous avez un impact économique qui est réel et ce que nous faisons en mer est destiné à vous permettre de protéger le commerce qui demeure. Djibouti a été vraiment un guide pour nous, pour cette attitude que vous avez de permettre la collaboration et de permettre le travail des forces qui sont basées ici à Djibouti. Écoutons à présent les interventions respectives de l'ambassadrice résidente de l'Union européenne et de l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Cet événement poursuit donc un triple objectif. Le premier est de mieux comprendre les principaux défis de Djibouti dans le domaine de la sécurité maritime, sous toutes ses formes, y compris la préservation des ressources. La deuxième vise à fournir des éléments pour des stratégies potentielles d'action pour améliorer la sécurité maritime de Djibouti et dans la région. Enfin, troisièmement, explorer les moyens de renforcer la sensibilisation au secteur maritime et contribuer à la conception de mesures concrètes. Tout au long de nos discussions, nous nous concentrerons sur différents aspects de la sécurité maritime et pas seulement sur ceux qui attirent actuellement l'attention des médias.
Les sujets que nous aborderons vont des armes, des trafics d'armes au trafic de drogue via la piraterie et les infrastructures maritimes critiques, aux menaces environnementales et aux activités illégales en mer ou à la préservation des ressources halieutiques notamment. Mon espoir serait également que ce symposium soit un héros d'un événement cyclique rassemblant toutes les parties intéressées à garantir notre bien commun autour de principes et de valeurs partagées conjointement. Je suis convaincue que cela ne peut que renforcer la position de Djibouti dans ce domaine et le placer fermement sur la carte des principaux acteurs régionaux. Je suis convaincue que les principaux enseignements de ce symposium constitueront une base conceptuelle solide pour cette visite. Je voudrais profiter de cette occasion pour expliquer les efforts que le Japon a déployés dans ce domaine sur la base de l'importance de la liberté de la navigation pour le Japon. En effet, le détroit de Bab el-Mandeb est une voie commerciale majeure qui relie l'Asie à l'Europe. Et pour le Japon, qui dépend beaucoup du commerce international, la liberté et la sécurité de la navigation dans cette zone sont extrêmement importantes. C'est pourquoi les forces d'autodéfense du Japon poursuivent depuis 2009 des opérations de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et au large des côtes somaliennes. Je suis fier que les opérations anti-piraterie du Japon, avec celles de nos partenaires, aient pu contribuer à la sécurité maritime de la région. Je voudrais à cet égard remercier au gouvernement et au peuple djiboutien de leur compréhension et leur soutien pour poursuivre les opérations. Nous sommes également reconnaissants à la confiance et à la coopération de nos alliés et partenaires qui sont réunis ici aujourd'hui. Afin d'assurer l'état de droit en mer, le Japon a continué à fournir des équipements et à former le personnel de la garde-côte djiboutienne. Et de son côté, la directrice de ce centre de formation régionale et maritime a remercié tous les partenaires qui ont participé donc à l'organisation de ce symposium. On l'écoute. La mer Rouge et le golfe d'Aden sont des artères vitales du commerce mondial. Cependant, ces mers stratégiques sont également le théâtre de nombreuses menaces. Avec la République de Djibouti, compte tenu de sa localisation géographique incontournable sur les questions stratégiques relatives à la sûreté et sécurité maritime en mer Rouge, est important à maints égards. La sécurité de cet axe essentiel, Suez, Bab el-Mandeb, Djibouti, pour la navigation maritime internationale, a de tout temps été étroitement liée à la paix et à la stabilité des espaces terrestres riverains de la mer Rouge. Permettez-moi de rappeler que depuis l'inauguration du canal de Suez, en 1869, une série de bouleversements géopolitiques et sécuritaires ont impacté les espaces terrestres et maritimes de la mer Rouge. L'épisode la plus marquante dans l'histoire de la mer Rouge correspond à la fermeture du Suez de 1957 à 1965. Depuis cette période connue sous le nom de crise de Suez, un autre bouleversement majeur de sécurité maritime vient affecter la stabilité de mer Rouge, en l'occurrence la piraterie maritime. Ce centre de formation joue un rôle central dans cette lutte pour la sécurité maritime. Nous croyons fermement que la formation et le développement des compétences sont essentiels pour renforcer la sécurité et la stabilité dans cette région. La sécurité maritime est un défi complexe qui ne peut être relevé qu'à travers des efforts concertés et coopération solide. Le Centre régional de formation maritime de Djibouti continue de travailler avec les partenaires internationaux et régionaux dans les domaines de la coopération, coordination et renforcement des capacités. Et de son côté, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement s'est félicité de l'organisation également de ce symposium. On l'écoute. La sécurité maritime est un enjeu d'importance et stratégique pour notre pays et pour la région de la mer Rouge et du golfe d'Aden. La récente escalade de la violence maritime, les attaques de navires commerciaux et la menace persistante
de la piraterie sont des défis qui nécessitent notre attention collective et une action coordonnée. Djibouti, en raison de sa position géographique et stratégique, joue un rôle essentiel dans la protection de ce corridor maritime vital. Depuis le début de la crise de la piraterie en 2009, notre pays a contribué de manière significative à la paix et à la sécurité en accueillant des opérations internationales telles que ENAVFOR, Atlanta et ASPID, ainsi que de bases militaires de divers pays. Cependant, le menace maritime ne se limite pas à la piraterie. Le trafic d'armes et de stupéfiants, ainsi que de nouvelles menaces environnementales comme le naufrage tragique de navires au large de Yémen plus tôt cette année, illustre la complexité des défis auxquels nous sommes confrontés. La protection des infrastructures critiques telles que les câbles sous-marins reste une priorité de sécurité mondiale. Et enfin, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a clôturé la série des interventions prononcées lors de ce symposium. Travailler en vase clos réduira sensiblement l'impact de notre action commune, d'où la nécessité d'une plateforme d'échange commune et inclusive. J'insiste sur ce point, une plateforme commune et inclusive. Le deuxième point, la deuxième recommandation qui me semble, je dirais, primordiale dans cette lutte collective pour la liberté de la navigation, c'est la mutualisation des moyens. Cette mutualisation des moyens va certainement décupler l'impact et l'efficacité de l'action que nous menons pour lutter et contre la piraterie, le trafic humain, les actes illégaux en haute mer, ainsi qu'aujourd'hui les attaques venant du groupe Houthi. Le troisième point et la troisième recommandation qui me semble importante est l'organisation des escortes des navires. Cette organisation de l'escorte devrait d'abord répondre à un impératif d'opportunité et de calendrier, plutôt qu'uniquement basé sur des considérations d'appartenance à une compagnie, à un pays ou d'autres considérations politiques. Donc, une escorte qui soit vraiment basée sur les principes d'opportunité et sur le principe d'un calendrier sur lesquels tout le monde se met d'accord. Je félicite tout particulièrement Madame la directrice du Centre régional pour la formation qui se bat contre, je dirais, contre vents et marées pour faire en sorte que ce centre puisse vivre. Ce centre est le fruit donc d'un travail commun de l'Union européenne, du Japon et de tous les partenaires. Mais sans votre soutien, Madame la directrice ne pourra pas faire vivre ce centre et le garder à flot. Je crois qu'il a besoin de moyens humains, de moyens, de ressources matérielles. Et je fais un plaidoyer ici pour que les partenaires puissent soutenir Madame la directrice. En nouvelles du pays, toujours, une forte délégation d'officiels conduite par le ministre de la Santé et le ministre délégué à la décentralisation, accompagné des membres parlementaires et de la représentante résidente de la Banque mondiale et du directeur général de la DDS, s'est rendue hier au village de Holhol dans la région d'Ali Sabieh. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du nouveau centre de santé du village réhabilité, agrandi et équipé en matériel de soins de santé comme la radioscopie, l'échographie, laboratoire d'analyse sanguine, extension de la salle d'accouchement, suivi médical de nouveau-nés, alitement des malades et une table de consultation dentaire. Notant que la transformation du poste de santé de Holhol en centre médical beaucoup équipé en matériel de soins médicaux a bénéficié d'un appui financier de la Banque mondiale et la réalisation est exécuté par la DDS. Les responsables régionaux ont souhaité aux membres du gouvernement et à la délégation qui les accompagnait la bienvenue dans la région d'Ali Sabieh. Ils ont rappelé l'enthousiasme et la reconnaissance des habitants de ce village, de la modernisation de leur centre de santé. Cet événement qui marque une étape significative dans l'engagement de la Banque mondiale
quant à l'amélioration des conditions de vie et des services de santé pour les habitants des zones rurales et notamment le camp de réfugiés de Holhol. À travers cet appui, le centre de santé a pu être doté de matériel essentiel de santé qui répondent aux besoins de la population, comme les appareils radiologiques, laboratoires d'équipements d'analyse biologique ou encore renforcement des moyens matériels de la maternité. Il s'agit de limiter le déplacement des habitants de la sous-préfecture de Holhol vers le chef-lieu ou la capitale. Pour un montant de 73 millions. Maintenant, si je reviens pour l'ADDS, l'ADDS a investi beaucoup d'argent sur le financement du projet Dr Dib ici. Et pour citer quelques exemples, l'électrification de ces villages. Ces villages qui étaient depuis longtemps sous le noir, aujourd'hui, ils ont la lumière. Et du fait, justement, de l'électrification du village, la ville de Holhol est aujourd'hui en train de s'étendre. Suivant à présent l'intervention de la représentante résidente de la Banque mondiale. Cet événement marque une étape significative dans l'engagement de la Banque mondiale à améliorer les conditions de vie et les services de santé pour tous les résidents de cette région, ainsi que pour nos frères et sœurs réfugiés. À travers cet appui, donc le projet Dr Dib, c'est l'acronyme du projet de développement en réponse aux impacts liés au déplacement. Donc à travers ce projet, le centre de santé a pu être doté d'équipements médicaux, comme nous l'avons vu ce matin, qui répondent aux besoins cruciaux de la population, à savoir des appareils de radiologie fixes et mobiles, un laboratoire, des équipements d'analyse biologique, un cabinet dentaire, des équipements médicaux essentiels, et de même que la pharmacie pour le pavillon et la maternité. Et de son côté, le ministre de la décentralisation a remercié les habitants de la sous-préfecture de Holhol pour leur accueil. On l'écoute. C'est un plaisir et un honneur de me trouver aujourd'hui à Holhol. L'inauguration du centre hospitalier de Holhol. Ce centre répond aux besoins de la population djiboutienne, de la population de Holhol et surtout aux objectifs que le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a fixés. Le président de la République a dit qu'il faut rapprocher tous les services à la population rurale. C'est la décentralisation qui est à l'origine de rapprocher la population, les services de l'État vers la population rurale. Aujourd'hui, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est opérationnel aujourd'hui. Pour que l'objectif de la décentralisation soit effectif, tous les gouvernements accompagnent la décentralisation. Tout ça, c'est en conformité avec la politique de la décentralisation et la politique tracée par le président de la République. Et de son côté, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a remercié les autorités de la région, les parlementaires et les habitants de la sous-préfecture qui sont venus nombreux donc pour accueillir la délégation. Nous célébrons, a-t-il dit, la transformation du poste de santé de Holhol en un centre médical élargi et équipé en matériel de consultation de soins médicaux. Cette transformation majeure est conforme aux souhaits de la politique du chef de l'État en matière de santé publique qui stipule de rapprocher aux populations des régions de l'intérieur du pays tous les services de soins médicaux. Et par la suite, la délégation ministérielle a rencontré les sages et les notables de la sous-préfecture de Holhol pour discuter des questions relatives au système de santé de la région, mais également pour écouter et prendre note des différentes doléances. Les notables se sont exprimés pour formuler leurs doléances en faveur de l'amélioration continue donc du système de santé dans leur sous-préfecture. Les intervenants ont par ailleurs salué les efforts consentis par le gouvernement en faveur du développement sanitaire de leur sous-préfecture. À l'issue de 3 jours de travaux intensifs et inclusifs avec la participation des principaux acteurs institutionnels concernés, des partenaires au développement, l'atelier de finalisation et de validation de la stratégie de réforme de la gestion des finances publiques et du plan d'action 2024-2027 organisé sous l'égide du ministère du Budget et du ministère des Finances a pris fin aujourd'hui au Palais du Peuple. Cet événement de 3 jours a rassemblé des experts, des décideurs et des parties prenantes clés pour discuter des orientations
discussion visant à améliorer la gestion financière publique à l'avenir. Et les participants ont discuté notamment des réformes nécessaires pour renforcer la transparence et l'efficacité et la durabilité des finances publiques, avec pour objectif de migrer vers une gestion axée sur les résultats et la performance. Ces échanges ont conduit à des suggestions concrètes pour mettre en place la stratégie de réforme et le plan d'action pour la période 2024-2027. Les échanges d'expériences ont enrichi les travaux et orienté leurs recommandations pour une gestion financière plus solide et transparente. À la séance de clôture présidée par le secrétaire général des ministères du budget et des finances, les responsables se sont engagés à poursuivre le travail engagé. Très fructueux. Nous nous réjouissons du plan d'action qui a été discuté dans le détail de manière très inclusive et qui, comme vous le savez, comme vous l'avez entendu, vraiment réunit toutes les actions que les différents ministères ont discuté en matière de réforme, en matière de finances publiques. Donc nous nous réjouissons de ces résultats et nous sommes déjà par avance prêts pour soutenir le financement de ce plan d'action à hauteur donc, de l'enveloppe qui a été convenue avec les autorités djiboutiennes. Et notre équipe qui a couvert cet événement a également recueilli pour nous les impressions des participants à cet atelier. C'était vraiment très intense, très inclusif. Toutes les directions, tous les services, toutes les institutions ont été impliquées dans ce mouvement de réforme qui a été impulsé par les autres autorités au niveau du chef de l'État, le gouvernement, les deux ministres de l'économie et des finances, le ministre du budget, bien sûr avec l'appui de toutes les structures du ministère, notamment le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget, avec bien entendu un travail qui a été engagé depuis pratiquement une année, sur la base d'une évaluation du système de gestion des finances publiques. Et sur cette base, donc, le gouvernement a souhaité réformer le système de gestion des finances publiques en vue de l'aligner sur les standards internationaux. Et ça, c'est une initiative très saluée. S'inscrire dans les réformes et améliorer l'existant, c'est quelque chose de très important. Avec l'appui des partenaires de Djibouti, nous avons senti vraiment une volonté d'aller de l'avant dans les réformes pour améliorer l'existant. Et ça, personnellement, moi, je le sens rarement dans mes missions. Donc, je suis expert en finances publiques depuis maintenant 25 ans et je sais que vraiment cette impulsion, cette volonté de réforme a été bien marquée et ceci vraiment c'est très encourageant pour le futur. Parlons climat à présent. La période chaude, la saison chaude notamment, a débuté à Djibouti et sévit depuis déjà quelques mois avec le Khamsin qui a débuté également. Et cette semaine, les températures élevées ont été relevées par l'Agence nationale de la météorologie. On a relevé donc une température de plus de 46 degrés en moyenne avec un pic hier de 47 degrés. À Djibouti, donc, même s'il fait très chaud, c'est ainsi donc que réagit la population djiboutienne en évoquant les vagues de chaleur qui s'abattent sur l'ensemble du pays, des vagues de chaleur, des épisodes de chaleur extrême dans le monde également aujourd'hui et de plus en plus intenses en raison du réchauffement climatique induit par l'homme dans le monde. Il existe des preuves fiables que le réchauffement ou le changement climatique augmente de fréquence, intensité et la durée des vagues de chaleur dans le monde et ces tendances devraient se poursuivre dans les semaines à venir. L'apparition de nouveaux phénomènes météo, la Nina, qui permet de refroidir certaines zones de l'océan et qui impacte des pays dans les zones de l'océan, surtout en Afrique de l'Est et à la sécheresse aussi, ce qui va être causé par la Nina. Oui, en fait, cet été, nous avons actuellement, de juin jusqu'à septembre, l'apparition de nouveaux phénomènes météo, la Nina, qui permet de refroidir certaines zones de l'océan et qui impacte des pays dans les zones de l'océan, surtout en Afrique de l'Est et à la sécheresse aussi, ce qui va être causé par la Nina. C'est le changement climatique parce que ce sont les êtres humains eux-mêmes qui sont les sources de leurs propres problèmes, parce qu'il y a eu beaucoup d'industries, beaucoup de gaz qui essaient
a beaucoup d'entreprises dans le monde entier, même pas même, c'est pas en Afrique, mais dans le monde entier même. Il y a beaucoup des entreprises, des usines, des nucléaires, ce qui permettent de toucher le gaz à l'effet de serre au niveau de l'atmosphère. Et à ce moment-là, il y a toujours des phénomènes de plus en plus. Lorsqu'il y avait 10 ans en arrière, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une température trop dure. L'Agence nationale des personnes handicapées a accueilli ce matin le lancement de la deuxième cohorte du projet d'appui aux personnes handicapées pour l'obtention du permis de conduire. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du handicap. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence du réseau national des personnes handicapées. Ce projet vise à faciliter l'accès des personnes en situation de handicap à l'obtention du permis de conduire, une étape souvent essentielle pour leur sécurité, leur autonomie et leur intégration dans la société. Le directeur général de la NPH a remis du matériel informatique au réseau et il est important de noter que l'auto-école phare est la seule auto-école qui travaille en étroite collaboration avec l'agence, répondant ainsi à la politique du chef de l'État en matière d'aide aux personnes en situation de handicap. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le directeur général de l'ANPH, de Ali Saïd, a rappelé l'importance que porte l'ANPH dans le cadre de l'autonomisation des personnes en situation de handicap à travers ce projet d'obtention de permis de conduire. Il a rappelé également que ce projet est financé par l'ANPH avec l'appui technique de l'auto-école phare, initiative qui s'inscrit dans le cadre de la volonté du chef de l'État à travers la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une profonde tristesse que le Premier ministre et toute l'équipe de la primature de la République ont appris le décès de Mme Jacqueline Malard, épouse de Hassan Ali Dalga et mère de M. Aboubakar Hassan, secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, qui a rejoint sa dernière demeure après une vie professionnelle riche en dévouement et abnégation au service de notre pays en qualité d'enseignante durant plusieurs décennies. Nous gardons d'elle l'image d'une enseignante humble et accueillante, dotée de remarquables qualités pédagogiques qui lui ont valu pendant toute sa carrière le respect et l'admiration tant de ses élèves, de ses pairs, ainsi que des autorités du ministère de l'Éducation nationale. En ces douloureuses circonstances, le Premier ministre adresse ses sincères condoléances les plus attristées et sa compassion à toute la famille et aux proches de la défunte. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelles du monde, à présent à Gaza, près de 250 000 déplacés dans les dernières évacuations, notamment Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, où de nombreuses familles de déplacés ont encore une fois été contraintes de partir. 250 000 personnes donc qui sont concernées par ces nouveaux ordres d'évacuation de l'armée israélienne, des familles, mais aussi de nombreux blessés qui ont été forcés de fuir le sud du territoire palestinien, ciblés de nouveau par des bombardements israéliens. Les patients et le personnel de l'hôpital européen de Khan Younes ont eux aussi été contraints d'évacuer dans l'urgence. Il y a désormais 1,9 million de personnes déplacées dans la bande de Gaza selon l'ONU. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.